Yannick Jadot est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Yannick Jadot. Yannick Jadot, qui va présider la Commission européenne ? Vous êtes député européen, vous suivez ça de près, vous avez connu un vrai succès aux dernières européennes. Qui va présider ? Vous ne savez pas, vous non plus. On ne sait pas. On assiste depuis quelques semaines à un incroyable marchandage entre les différents dirigeants politiques européens, entre les groupes politiques conservateurs, sociaux-démocrates et libéraux. C'est le partage du gâteau. Comment on va se répartir les postes qui est dramatique. Oui. Mais vous allez voter, vous, au Parlement européen ? On va voter pour au Parlement. Pour qui voudriez-vous voter ? Nous, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui au Parlement européen, c'est de savoir pourquoi on va voter. Ce qui est quand même terrible dans tout ce marchandage, c'est qu'il n'y a pas un moment, un élément sur qu'est-ce qu'on fait de l'Union européenne. On est en pleine canicule. Pic de pollution. Est-ce que l'Union européenne va investir massivement dans les énergies renouvelables, dans l'isolation des logements ? On a la politique agricole commune qui arrive. Dans quelle est la réorientation de la politique agricole ? Mais il faut mettre en place. Pas de discussion. Non, mais on est d'accord. Oui, mais c'est ça qui est terrible. Oui, mais il faut mettre en place les équipes maintenant. Oui, qui vont diriger tout cela. Le seul sujet du Parlement européen, ça devrait être de savoir pourquoi on va voter. Il faut aller vite. Quelle va être la feuille de route de la prochaine Commission européenne ? Vous savez, depuis le 26 mai, une grande partie de ma charge de travail, c'est d'aller convaincre les autres députés européens que on peut pas aller vers le Mercosur. On aura l'occasion d'en parler. Je vais vous en parler. Qu'est-ce qu'on fait des 9 milliards d'euros d'argent de la PAC qui arrivent en France chaque année ? Est-ce qu'on soutient enfin la conversion vers l'agriculture biologique, la sortie des pesticides chimiques ? Est-ce que c'est tout ça le sujet ? Et là, on a l'impression qu'en fait, c'est Macron contre Merkel, contre Orban, contre Sanchez, et tout ça donne une image déplorable de l'Europe. Alors mais que les Français, qui allez-vous soutenir ? Quel est votre candidat ? Mais on n'a pas de candidat. Non, aucun. C'est-à-dire qu'au Parlement européen, vous ne voterez pour personne. Ah mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que comme le marchandage auquel on assiste entre les dirigeants européens, ils doivent, c'est dans les règles européennes, c'est le Conseil, donc les chefs d'État et de gouvernement, qui proposent un candidat au Parlement européen, et le Parlement européen vote. Mais quel est le que nous essayons d'imposer. Mais est-ce qu'il y a un candidat qui non, aucun. Peu importe le candidat. C'est des écolos. On a eu nos têtes de liste pour l'élection européenne, les fameux Spitzenkandidat, ce mot est abominable. En fait, les chefs de file européens qui ont mené campagne, nous on espère que ce soit un écologiste. Mais vous voyez bien que c'est toujours la même pratique entre les conservateurs, les socialistes et les libéraux. Comment on se répartit les postes plutôt que comment on aide les Européens, comment on sort l'Europe. Quel est pour vous le plus acceptable ? Je suis pas là-dessus. D'accord. On va passer à autre chose. Mais alors, vous savez, parce que on est depuis tous les jours, en tout cas les jours de la semaine, au Parlement européen, nous essayons, nous écologistes, comme nous en avons reçu le mandat par les plus de 3 millions d'électeurs en France, nous essayons de dire, attention, le grand sujet de l'Europe, ça va être le climat. Le grand sujet de l'Europe, c'est l'agriculture, c'est la pollution de l'air, c'est l'investissement, c'est l'avenir de notre jeunesse. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une feuille de route pour que les 5 prochaines années soient pas des années gâchées ? Et là, malheureusement, on voit encore les libéraux avec En Marche, les sociodémocrates avec les socialistes. Alors laissons-les se débrouiller entre eux. Oui, mais c'est terrible. C'est terrible. Nous sommes en guerre, estime Nicolas Hulot dans Ouest France. Sommes-nous en guerre, vraiment ? Je comprends son désarroi, je comprends sa colère, mais on a une responsabilité, nous écologistes. C'est d'agir. Notre seule responsabilité. Donc vous n'emploieriez pas ces mots, nous sommes en guerre. Il y a une guerre sur le climat. Évidemment, c'est le plus grand défi de l'humanité. Et cette guerre-là, on voit bien que les gouvernements ne s'en emparent pas, ne transforment pas l'économie pour qu'elle crée de l'emploi. Alors justement, lui dit, nous sommes en guerre contre l'économie de marché. C'est une façon de le dire. Contre le productivisme. Notre modèle économique est-il obsolète ? Notre modèle économique est obsolète, puisque notre modèle économique tel qu'il est conçu aujourd'hui est à la fois la guerre de tous contre tous. Ça rend les femmes et les hommes précarisés. On voit bien que, et surtout, ça explose les limites de la planète.
si on change rien, ce sera le chaos climatique. Bon. Si on ne change rien, ce sera l'anéantissement du vivant, nos problèmes de santé, nos organismes pollués. Mais ce que nous devons dire aux Français et aux Européens, c'est que si nous agissons aujourd'hui, nous pouvons gagner. Nous pouvons avoir ce grand projet qui va nous réconcilier, pas simplement avec la nature, qui va nous réconcilier entre nous. Et il faut qu'on fasse très attention, toutes et tous, à ne pas simplement être dans la colère. Il y a de saines colères, mais proposer, être dans l'action. Et le temps de l'action est venu. Alors, le temps de l'action est venu. Nicolas Hulot lance un appel à l'unité. Par-delà les clivages politiques, vous lancez le même appel à l'unité, par-delà, ni droite ni gauche. Il vous a pas échappé que c'est ce que j'ai fait pendant toute la campagne électorale. Je sais, c'est pour ça que c'est ce que je continue à vouloir faire. Vous allez continuer à faire ça. Mais ni droite ni gauche. Mais vous vous rendez compte que... Non, mais je vous pose la question. Ni droite ni gauche? Mais au-delà de la gauche et de la droite, la gauche a gouverné, la droite a gouverné, et ils se sont moqués de la même façon. Et maintenant, vous voulez gouverner de l'écologie. Maintenant, quand je dis que le temps de l'action, le temps des écologistes est venu, c'est justement parce qu'ils ont échoué et que nous portons les solutions. C'est-à-dire que vous voulez gouverner. Vous le dites ce matin, je veux gouverner. Mais nous, on veut conquérir le pouvoir, pas pour l'occuper, pour l'exercer, pas pour l'accaparer, pour le rendre aux citoyens. Il y a partout, dans les entreprises, dans les collectivités locales, dans les associations, des gens qui agissent, des personnes qui font des choses extraordinaires. Vous avez encore une société verrouillée où il y a tellement de chercheurs, de jeunes qui aimeraient agir et qui savent pas comment. Ce que nous voulons, écologistes, c'est les rassembler autour d'un grand projet. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à un jeune qui manifeste dans la rue, même s'il se fait bomber de gaz lacrymo de manière outrancière, outrageuse, c'est indigne d'avoir des jeunes qui se battent pour notre climat, qui se battent pour notre avenir. Et la seule réaction du gouvernement, c'est pas d'agir, c'est de leur balancer des gaz lacrymogènes. Ça, c'est scandaleux. Enquête ouverte. Mais, enquête ouverte, a dit le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que je vais dire? Les jeunes qui ont fait de l'écologie la première force politique pour les Européennes. Je vais leur dire, vous avez votre carte de gauche? Vous avez votre carte de droite? Vous voulez changer le système? Vous voulez lutter contre le dérèglement climatique? Venez avec nous. Vous êtes convaincus depuis une heure que c'est l'écologie qui doit être la matrice pour l'économie, pour le social, pour la démocratie. Eh bien, bienvenue. Toutes celles et tous ceux qui veulent bâtir un avenir bienveillant. Mais Yannick Jadot, j'ai vu Big Bang de la gauche écologiste hier dans la bouche de Clémentine Autain qui était à votre place vendredi. J'ai vu de tous les côtés, tout le monde est écologiste maintenant. Eh ben oui. Peu importe, tant mieux, vous dites tant mieux, j'imagine. Tant mieux que tout le monde. Par exemple, mais vous dans, savez, dans une élection municipale, c'est pas non plus la bouée de sauvetage parfois d'un parti socialiste qui sait plus tellement où il habite, ou de la France insoumise qui est en difficulté aussi. Moi, mais c'est très bien qu'il y ait du débat, que les responsables politiques s'en emparent. Vous pensez qu'ils parlent d'écologie, tant mieux. Et ils seront bienvenus tous à un moment donné pour construire le grand projet de l'écologie politique, pour construire la grande alternative. Mais en cohérence, et puis avec les citoyens, avec ceux qui agissent, pas au niveau des appareils politiques. Bien, Paris, Nantes, Rennes, Toulouse, des villes que vous pourriez... Lyon, que vous pourriez conquérir au municipal, franchement. On va se donner les moyens de les conquérir. Je dis pas qu'on va gagner partout. C'est-à-dire en passant des alliances à droite et à gauche avec toutes les bonnes volontés, qu'elles viennent de droite ou de gauche, non mais toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Mais ça veut Moi, dire que je l'ai toujours dit simplement. Vous êtes prêt à passer des alliances pour conquérir ces villes, pour les diriger, pour gouverner. Mais vous savez comment ça se passe, une élection municipale? Vous avez un premier tour. Oui. Donc on va défendre l'écologie avec toutes celles et tous ceux qui veulent agir. Qui veulent transformer. Vous voyez à quel point, avec cette canicule, les pics de pollution, à quel point la question de la résilience des villes, de supprimer les îlots de chaleur, de transformer nos villes, nos écoles, nos bâtiments publics, la façon dont les villes, y compris la couleur des villes, faut blanchir les toits. Alors justement, il y a des trucs extraordinaires. À propos de la canicule, vous faites des propositions, transport public gratuit, au-delà d'une certaine température. Bien sûr. Je continue, aménagement du temps de travail, je vais y revenir. Travailler sur la morphologie des villes, vous venez d'en parler. Donc, aménagement du temps de travail avec un congé canicule. C'est ce qui se passe dans d'autres pays européens. C'est comment vous faites? Mais les entreprises s'adaptent déjà, non? Il y a une partie des entreprises qui s'adaptent déjà, vous avez raison. Mais quand le congé canicule est lié à la présence des enfants ou pas à l'école.
Quand, en Allemagne, par exemple, au-delà d'une certaine température, les enfants ne viennent pas à l'école. Qu'est-ce que font les parents ? Si vous n'avez pas des grands-parents qui sont disponibles pour s'occuper des enfants, il faut organiser ça. Si ça se passe bien dans les entreprises, tant mieux. Mais reconnaissons qu'à un moment donné, si votre enfant ne peut plus à l'école, mettre en place le congé canicule. Mais si vos enfants ne peuvent plus à l'école parce que les classes sont surchauffées, que c'est un risque de santé, il faut pouvoir vous libérer vous-même de votre travail. Et c'est ce qui se passe en Allemagne, c'est ce qui se passe en Suisse, c'est ce qui se passe dans d'autres pays. À un moment donné où les enfants ne peuvent plus aller à l'école parce que c'est un danger pour leur santé, eh ben ça se déclenche automatiquement aussi pour que les parents puissent se libérer du travail. Quand les écoles ferment, les parents doivent s'occuper de leurs enfants. Sinon, enfants et doivent pouvoir s'occuper de leurs enfants. C'est simplement ça. C'est du bon sens. Bien. Et puis vous savez, vous voyez bien en Espagne, on change les horaires de travail. Mais je sais. On fait plein de choses pour mettre du bon sens. Le seul sujet, c'est de mettre du bon sens. C'est évidemment de rendre nos villes moins chaudes. C'est évidemment de lutter avec détermination contre le dérèglement climatique, ce que ne fait pas ce pays. Mais aussi de faire du bon sens sur la gestion de notre temps de travail. Interdiction de véhicules entiers en ville a décidé le gouvernement, vous le savez. Vous dites il faut que les plus fragiles soient exonérés des efforts. Est-ce que les plus fragiles d'entre nous doivent être exonérés des efforts ? Il est évident que quand on parle de fiscalité carbone, quand on parle il faut absolument compenser systématiquement. Pourtant, vous étiez favorable à la hausse du prix des carburants, aux hausses des taxes. Non, de la fiscalité carbone. La fiscalité, oui, des taxes. La fiscalité carbone. Mais comment, en Suède, on a mis en place la fiscalité carbone qui est beaucoup plus élevée qu'en France ? Donc vous êtes favorable, là, à une hausse des taxes sur les carburants ? On est favorable à une... Non, il ne vous a pas échappé que les carburants ont beaucoup augmenté malgré les mesures sur la fiscalité carbone. Oui. Voilà. Nous, ce qu'on dit, c'est que sur la fiscalité carbone, comme d'autres pays l'ont fait, quand vous imposez une nouvelle contrainte, les plus fragiles, les plus vulnérables sont aidés. En Suède, ils touchent un chèque qui compense la hausse des prix des carburants. Tout simplement. Donc on accompagne les plus fragiles. C'est ce qu'on a toujours dit. Chaque euro collecté doit être rendu aux Français. Chaque euro collecté doit être rendu aux Français pour les aider à organiser cette transition et pour investir. On voit bien qu'avec la canicule qu'il y a, qu'est-ce qu'on va faire ? Regardez, on en parlait avant de rentrer sur le plateau, dans le Gard, 45,9 degrés. Oui. 45,9 degrés. 80% des vignobles qui sont grillés. Si on ne lutte pas contre le dérèglement climatique, franchement, on court à la catastrophe. Alors, la loi énergie-climat a été votée vendredi. Je prends les principales mesures. Fermeture des 4 dernières centrales à charbon françaises. Oui, mais attention, c'est pas clair. C'est jamais clair. Avec ce gouvernement, c'est jamais clair. Bon, dès qu'il s'agit d'accélérer la transition écologique, on comprend plus. Bon. Il s'agira de limiter le nombre d'heures de fonctionnement de ces centrales. Vous voyez. Bon, vous feriez pas la même chose. Rénovation. Vous reconnaissez qu'on comprend jamais rien. Alors, quand il s'agit d'arrêter les mines d'or en Guyane, on comprend rien. Quand il s'agit d'arrêter les centrales charbon, la mine d'or. Non. Mais ça a été décidé, non ? Mais ce gouvernement a toujours dit en l'état actuel du projet. Il vous a pas échappé que le consortium russo-canadien, qui est d'ailleurs montré du doigt partout dans le monde, a lui-même dit merci le gouvernement. Nous sommes d'accord. À chaque fois qu'il y a une décision sur l'écologie, on fait des grands mots, des grandes phrases et on comprend rien. Alors que feriez-vous ? Rénovation des passoires énergétiques. Que feriez-vous ? Investissement massif sur l'isolation des logements. Ça économise le chauffage et ça donne des logements moins chauds l'été. Interdiction de location. Des dizaines de milliers d'emplois d'artisans sur tous nos territoires rapidement créés. Et on sait faire. Et ça, c'est de l'investissement public. Vous savez, c'est remboursé en 15 ans, en 20 ans. C'est à ça que ça sert l'investissement public. C'est bon pour le pouvoir d'achat. C'est bon pour lutter contre la vie chère. C'est bon pour l'emploi. Et c'est évidemment bon pour l'environnement. Interdiction de location. Il faut imposer... Interdire ces logements, ces passoires à la location ? Il faut imposer au changement de bail la rénovation de ces passoires énergétiques. Obligatoire. Encore une fois, à chaque fois, et on l'a dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on parle à des populations fragiles socialement, c'est l'État qui prend en charge et qui se rembourse sur les économies d'énergie. Ça marche très bien en expérimentation un peu partout. Il faut le généraliser. On sait parfaitement mettre en place des systèmes où... Vous vous rendez compte qu'on n'a toujours pas de guichet unique dans notre pays ? On a créé, avec la loi de transition énergétique de 2015,
un service public de la rénovation des logements. Et c'est un service public, mais personne ne sait qui doit financer ce service public. Aujourd'hui, il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Il faut que chaque propriétaire puisse aller voir un guichet unique en disant quelles sont toutes les aides auxquelles j'ai droit. Et puis, c'est ce qui se passe dans des expérimentations qui fonctionnent très bien. Ce guichet unique dit, c'est moi qui veux contacter l'artisan pour la toiture, l'artisan pour les fenêtres, l'artisan pour les murs, pour que, en fait, ce soit extrêmement facile d'organiser la rénovation de ce logement et d'obtenir ces économies d'énergie. Yannick Jadot, le nucléaire, énergie propre ? Non. Je vous dis ça parce que il y a quand même de plus en plus d'écologistes qui estiment que le nucléaire est un moindre mal. Ah bon ? Non, quand ça va nous péter. On fait quoi quand ça nous pète à la gueule ? Pas vous. On fait quoi quand ça nous pète à la gueule ? C'est des régions entières qui sont dévastées. On fait quoi avec des déchets pour des centaines de milliers d'années ? Vous vous rendez compte que c'est une industrie qui a 50 ans ? On doit gérer, et on ne sait pas gérer des déchets pour des centaines de milliers d'années. On a le risque nucléaire. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe financière et industrielle. L'EPR, dans ce pays, je le dis à chaque fois que vous m'interrogez là-dessus, c'est quand même incroyable. On dépense des milliards dans le nucléaire. Regardez l'EPR. Chaque année, vous avez une année de délai supplémentaire, 1 milliard que les Français vont payer, supplémentaire. Vous avez une commission d'enquête qui est responsable des dizaines de milliards qui sont perdus, dizaines de milliards d'euros d'argent public. Et qu'est-ce que va faire l'État pour essayer de masquer tout ça ? On va nationaliser tout ça. On va nationaliser le nucléaire. Donc comme ça sera les contribuables qui vont payer des dizaines de milliards d'euros. Moi, j'aimerais que cet argent soit investi dans les logements. J'aimerais que cet argent soit investi dans des villes qui sont plus fraîches. Et j'aimerais que cet argent soit investi dans des énergies renouvelables qui vont créer beaucoup plus d'emplois. Le Mercosur, on en parlait tout à l'heure, accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, 4 pays d'Amérique du Sud. Est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron de ne pas signer cet accord ? Pendant toute la campagne. Parce que la France doit le ratifier. Pendant toute la campagne, et chez vous, je l'ai dit aussi, j'ai dénoncé la duplicité du gouvernement qui prétendait pendant la campagne que la France ne signerait pas l'accord du Mercosur. La tête de liste En Marche, Madame Loiseau, disait qu'on n'allait pas signer. Le ministre de l'Agriculture disait jamais nous ne signerons. Le président Macron. Et je disais attention, à Bruxelles, ils sont en train de négocier pour que l'annonce se fasse après les élections. J'en ai assez des menteurs, Monsieur Bourdin. C'est quand même incroyable que le président de la République pactise avec Monsieur Bolsonaro au Japon. Bolsonaro, il est en train de détruire, il veut massacrer l'Amazonie. Il a réautorisé 239 pesticides interdits. Il veut livrer son pays à l'agrobusiness, qui est le système de corruption le plus développé au Brésil. Il remet en cause toutes les libertés publiques. Et le seul message qu'envoie l'Europe aujourd'hui, c'est nous pactisons, nous nous arrangeons avec Monsieur Bolsonaro. Honte à la Commission européenne, honte à Madame Merkel qui veut simplement vendre ses bagnoles aux États-Unis, au Brésil et ailleurs. Et honte à Monsieur Macron qui a menti sur le Mercosur en disant que jamais les accords de libre-échange ne sont pas toujours mauvais pour, par exemple, les agriculteurs français. Regardez le CETA. Les accords sont appliqués à 90%. Aujourd'hui, on va demander au Parlement français de ratifier. Là aussi, vous savez, c'est quand même extraordinaire. Oui. On fait le CETA avec le Canada. Vous vous souvenez ? C'est l'accord de libre-échange avec le Canada. Oui. Et comme par hasard, la ratification du CETA va se faire le 17 juillet, juste après l'élection européenne. Est-ce que le gouvernement se sent tellement droit dans ses bottes qu'il fait ça au moment où plus personne ne pourra en parler ? Le 9 juillet à l'Assemblée nationale. Il va être 9 juillet et en plénière voté. En plénière le 17. Le 17. C'est vrai. Encore une fois, on veut faire ça en catimini. Oui, mais regardez, le Canada, c'est une saloperie du point de vue du climat. Mais regardez, nos exportateurs de fruits, de noix, de produits laitiers sont contents. Il y en a qui gagnent, mais quand le Canada aura mis en place sa filière bovine sans hormones, parce que jusque-là, il n'en avait pas. Non, il n'en avait pas. Bourré aux antibiotiques, élevé dans des conditions abominables. Tout ça va venir percuter. Pour l'instant, il n'y a aucune invasion du bœuf canadien. Mais c'est normal parce qu'ils ont besoin de mettre en place la filière. Vous allez avoir 100 000 tonnes de bœuf brésilien qui va arriver, élevé dans des conditions dégueulasses. C'est des scandales sanitaires tous les jours. Ils sont bourrés aux antibiotiques. C'est des élevages de dizaines et de dizaines de milliers de bêtes dans des conditions effroyables. Et c'est ça qu'on réserve à nos paysans ? C'est ça qu'on réserve à nos agriculteurs ? Bolsonaro massacre
L'Amazonie, Trudeau au Canada développe les sables bitumineux qui sont les pétroles les plus sales qu'on peut extraire. Il participe au dérèglement climatique. Et là, je dis que franchement, le gouvernement, le président de la République, sur ces affaires de libre-échange, a une position d'une duplicité indigne. On est dans le mensonge. C'est comme le train Perpignan-Rungis, désolé de passer. Madame Borne, qui pendant toute la campagne a dit « je vais sauver ». Le train des primeurs, pour éviter 25 000 camions sur la mine. Elle me l'a redit. Oui, qu'elle réfléchissait. Qu'elle réfléchissait. Non, ce qu'ils sont en train de faire, c'est le 15 juillet, il y aura le dernier train des primeurs. Il y a des promesses pour peut-être reprendre, mais ils sont en train de flinguer. Imposer à la SNCF, ils sont en train de flinguer ou à la SNCF. Ils sont en train de flinguer tous les wagons frigorifiés. 30 millions d'investissements pour éviter 25 000 camions sur les routes. Notre pays a un magnifique système de voies ferroviaires. Faisons du fret ferroviaire. Et franchement, encore une fois, le temps de l'action est venu. Et ce gouvernement qui passe son temps à reculer, à renoncer, à reporter les échéances, n'est vraiment pas à la hauteur du défi climatique ou du défi de l'emploi. Merci Yannick Jadot d'être venu nous voir. RMC BFM TV 8h55.